Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre épisode. Le FMI félicite la Belgique pour le début de ses réformes. Grâce aux mesures recommandées par le FMI et mises en place par le gouvernement Arizona, la Belgique obtient une bonne note sur l'évaluation du Fonds monétaire international. De son côté, le secteur du doublage est inquiet quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme toujours, la technologie va beaucoup plus vite que le politique. Restez à l'écoute pour votre plein d'analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Le Fonds monétaire international a publié l'évaluation de ses pays membres. La Belgique est bien classée et c'est notamment grâce aux mesures mises en place par le gouvernement Arizona. Ces mesures étaient depuis longtemps recommandées par le FMI, comme le souligne Bertrand Candelon, professeur en finance internationale à l'UCL. Que dit le FMI ? Que la Belgique a été résiliente, donc la croissance est assez haute par rapport à nos voisins, que le gouvernement, l'Arizona, qui a mis en place des réformes, que ce soit sur le marché du travail et des pensions, ça va dans les bonnes directions. Donc le FMI félicite la Belgique pour le début de ses réformes. Tout n'est cependant pas parfait. La dette publique a atteint les 104% du PIB et si rien ne change, devrait hausser de 20% d'ici 2030. Les recommandations, c'est de faire attention surtout aux dépenses publiques, parce que le niveau de déficit est important et va devenir insoutenable. Donc dans son rapport, le FMI dit qu'il va falloir limiter la dépense publique, la rendre plus efficiente, donc faire, comme on aime à le dire, faire mieux avec moins et continuer ces réformes. De son côté, l'indexation des salaires pèse sur le bilan belge. Selon le FMI, si l'indexation a protégé le pouvoir d'achat des Belges, elle considère qu'elle joue un rôle trop important dans la balance budgétaire. Dans le rapport, le FMI demande à l'Arizona de réfléchir un peu aux modalités d'indexation. Ce n'est pas clairement indiqué qu'il faut arrêter l'indexation, mais il faut modérer, il faut plus réfléchir à comment maintenir cette indexation en gardant une partie de pouvoir d'achat, mais en ne neutralisant pas la compétitivité des entreprises belges. Le FMI déconseille de compter sur les effets retour et d'utiliser des mesures uniques, comme la vente de l'or, pour financer des dépenses récurrentes. Bertrand Candelon, pour terminer. Vendre de l'or, en fait, c'est un actif dans le bilan de la Banque centrale belge, qui est indépendante du pouvoir politique. Donc déjà, il y aura des problèmes que le politique impose la vente d'or à la Banque centrale. Et en plus, la Banque centrale, depuis l'euro, on n'est pas indépendant. C'est Francfort qui est notre Banque centrale, parce qu'on a adopté l'euro. Donc ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Et ça risque de déstabiliser les comptes de la Banque centrale et il faut avoir l'autorisation de Francfort. Le rapport du FMI n'est pas contraignant. Sur les 10 dernières années, presque aucune des mesures proposées par le Fonds monétaire international n'a été mise en place par le gouvernement belge. Z sur 7 à la une. Après Sylvester Stallone, la voix du doubleur français de Robert De Niro a été imitée par l'IA sans autorisation. Amazon prévoit aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour doubler ses films et séries, une pratique croissante qui inquiète un secteur face à une législation lacunaire. Comme toujours, la technologie va beaucoup plus vite que le politique. David Jopard, comédien et doubleur, témoigne des changements du secteur. On a un train de retard et on essaye de rattraper un petit peu ça, mais malheureusement, je crois qu'il aurait fallu prendre le train en marche il y a déjà 4-5 ans au moins. Selon l'association des voix off, le secteur génère environ 242 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit un quart de l'industrie audiovisuelle belge. L'IA permet, comme l'observe David Jopard, de réaliser des économies substantielles. On ne soupçonne pas tous les intervenants qu'il y a entre les gens qui font l'adaptation, les gens qui font les ingé-sons qui sont sur place, les directeurs artistiques qui sont là pour diriger les comédiens. Il y a beaucoup de monde, il faut décliner ça dans toutes les langues.
Il y a beaucoup d'heures de studio par film, par comédien. Donc oui, c'est une économie qui peut être substantielle. Le collectif international UVA publie des recommandations aux politiques pour protéger le secteur. Mais comme l'explique Steph Peters de Groulard, manager de voix off, l'IA ne peut pas encore remplacer toutes les voix. Quand on devrait avoir un peu d'émotion dans un texte, là, ça devient difficile parce que, comment on va expliquer à un ordinateur ce qu'on veut. Quand David dit « chez Pizza Hut », oui, mais bon, on devrait avoir « chez Pizza Hut ». Comment est-ce qu'on va expliquer à un ordinateur ce genre de truc? L'IA offre cependant la possibilité à un acteur de jouer plusieurs personnages dans plusieurs langues. Si le secteur est en train de changer, de nouvelles possibilités se dessinent. Z sur 7 à la une. Le domaine W a vécu quelques années compliquées. Ils effectuent actuellement l'ouillage, compensant l'évaporation du vin. Cette année, foudre et barriques suffiront pour le millésime 2024, faute de production abondante. Ah oui, 2024 a été très compliqué. C'est la pire année, nous, en 10 ans d'existence ici au domaine W. Surtout dû à une nuit de gel, dans notre cas, où il a fait jusqu'à moins 7 degrés. On a perdu environ 50% de notre production cette nuit-là. Par contre, au niveau qualité du raisin, elle est vraiment exceptionnelle. Dimitri van der Heijden a cofondé le domaine W il y a une dizaine d'années. Depuis, le domaine viticole s'est développé, comptant 8 employés, 8 hectares de vignes. Ils espèrent atteindre une production de 50 000 à 60 000 bouteilles d'ici 3 ans, contre 30 000 aujourd'hui. On a un long temps d'élevage ici en foudre, mais aussi après dans nos caves. Ce qui fait que entre la récolte, par exemple 2024, qui a été mauvaise, et la commercialisation de cette cuvée-là, il y aura 3 ans environ. Ça, c'est un avantage puisque ça nous permet d'avoir 3 ans pour y trouver des solutions à cette baisse de rendement de 2024. La PME produit exclusivement du vin effervescent selon une méthode traditionnelle avec vendange manuelle. Les cépages sont travaillés en biodynamie et le vin est distribué localement, ce qui, comme l'explique Dimitri van der Heijden, leur permettrait d'échapper aux éventuels droits de douane de Donald Trump. Alors clairement, on est plus résilient aujourd'hui en travaillant en local. Nous, on est même en super local, puisqu'on vend en direct à nos membres. On a 1700 membres qui gravitent autour, qui achètent, qui viennent chercher même leurs bouteilles ici. Donc on est dépendant de très peu de personnes finalement. Et on travaille aussi en direct avec juste la gastronomie étoilée de Belgique. Et donc ceux-là, ils connaissent pas non plus la crise. Donc c'est pour l'instant en tout cas un pari gagnant que de travailler sur l'ultra local comme on le fait. Malgré des années difficiles pour le vin, la croissance dans le secteur continue, avec une augmentation de 10% des viticulteurs cette année. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. Aujourd'hui, Hamid Faljaoui vient parler de l'Europe, une Europe dont le reste du monde a besoin. Et commençons par les États-Unis qui ont eux aussi besoin de nous. On a l'impression qu'il y a une sorte d'euro-bashing ces derniers mois, depuis que Trump est à la Maison-Blanche et qu'on est totalement démunis, qu'on ait une sorte d'Europe impuissante, et c'est faux. Alors, les États-Unis, effectivement, on se rend compte qu'on oublie qu'on est peut-être le premier, enfin pas peut-être, même certainement le premier banquier des États-Unis. Alors, pas en stock, c'est surtout le Japon et la Chine, mais l'année dernière, en 2024, un quart de la dette publique américaine a été achetée par l'Europe. Il faut aussi savoir, Enrico Letta l'expliquait encore hier à Bruxelles, c'est l'auteur du rapport Letta et l'ancien président du Conseil italien, il a expliqué que 300 milliards d'euros d'épargne européenne partent chaque année pour s'investir aux États-Unis, ce qui permet d'ailleurs à certaines entreprises américaines de venir nous racheter. Donc on est quand même le premier banquier des États-Unis, on doit le rappeler de temps en temps, on n'est pas démunis face à Trump. À l'Est, on voit aussi que la Russie et la Chine dépendent de l'Europe. D'abord, on a diminué drastiquement notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, puisqu'aujourd'hui on se fournit en gaz et en pétrole, non plus en Russie, mais auprès des pays du Golfe ou des États-Unis. On doit aussi rappeler que notre PIB est 10 fois plus élevé que celui de la Russie, donc la Russie est un nain économique par rapport à l'Union européenne. On a aussi une population qui est beaucoup plus nombreuse, on est 450 millions d'habitants, ils sont 140 millions, c'est évidemment les Russes, et c'est ce que disait Donald Tusk, le ministre polonais, il dit c'est quand même bizarre que 450 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains
Américains, de les aider contre 140 millions de Russes. Et donc voilà, quand on regarde la production industrielle, l'Europe représente quand même 15% de la production industrielle mondiale contre seulement 3,5% vis-à-vis de la Russie. Et la Chine, effectivement, on est en déficit commercial par rapport à nos amis chinois, mais il faut savoir aussi que la Chine ne se porte pas très bien, que leur croissance est en berne, en tout cas elle est en baisse fortement. En fait, ils ont un problème en interne dans le sens où il y a une crise immobilière et donc le Chinois consomme beaucoup moins, épargne énormément et donc en fait la demande intérieure ne suit pas et en plus les exportations chinoises ont du mal à pénétrer le marché américain depuis l'arrivée évidemment de Donald Trump, mais déjà du temps de Joe Biden. Et donc, effectivement, on reste le premier marché dans lequel ils peuvent déverser leurs marchandises, leurs services et leurs produits. Et donc, on est le premier client des Chinois et on est le premier banquier des Américains, il fallait le rappeler. Et donc, qu'est-ce qu'il manque à l'Europe pour asseoir son pouvoir de décision et de dissuasion à l'échelle internationale ? Bien, d'abord, rappeler ce que je viens de dire. Ça ne veut pas dire que tout va très bien, mais rappeler quand même qu'on a des munitions, on a des cartouches. Ensuite, il faudra lever un certain nombre de tabous. Il y a d'abord le tabou du 27. On est persuadé qu'on ne peut pas bouger si on n'a pas l'unanimité à 27. C'est faux en dehors des matières fiscales. Pour le reste, on peut bouger en étant moins nombreux. Et on l'a prouvé au cours de ces derniers mois, notamment avec nos amis britanniques. Il y a aussi le lever du tabou de la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, on a vu que les Allemands, c'est quand même une première, demandent l'aide nucléaire, si je puis dire, le parapluie nucléaire français. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Grande-Bretagne et la France ont cette particularité d'être deux puissances nucléaires et que donc les ennemis éventuels de l'Europe ont compris que s'il se passait quelque chose, eh bien les pays européens bénéficient du parapluie nucléaire français et britannique. Et donc, il faut aussi rappeler que grâce à Poutine et surtout grâce à maintenant à notre ami Donald Trump en 2 mois, les 8 années de Brexit sont quasiment effacées puisqu'on a vu quand même un rapprochement très très fort entre les Britanniques et l'Europe. Et puis il y a un troisième verrou, un troisième tabou qu'il faut faire tomber, on est en train de le faire tomber, c'est celui du financement militaire, puisque visiblement pour nous réarmer, il faudra à peu près 250 milliards d'euros par année. Et on le voit, les banques s'y mettent, on l'a vu ici par exemple en Belgique avec Belfius qui a fait sauter les derniers verrous. Et on voit aussi qu'il y avait une fragmentation, je dirais, de la défense européenne. Là, on va donner une préférence aux achats européens versus achats américains, ce qui nous évitera d'avoir, par exemple, 17 sortes de chars différents au sein de l'Europe. Et donc, j'ai envie de dire merci qui ? Merci Trump. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Avant d'examiner les marchés boursiers et les actions, vous pouvez, vous aussi, investir 100 000 € d'argent virtuel en participant au Trends Invest Challenge. Vous pouvez gagner un portefeuille d'investissement de 10 000 € ou les 1 000 € hebdomadaires. Inscrivez-vous sur www.investchallenge.be pour participer. Et pour vous aiguiller, Philippe Évrard analyse l'évolution des marchés cette semaine. Au niveau des marchés, qu'on voit que les choses restent aussi sur une forme de lancée de ces précédentes semaines. Donc l'Europe termine la semaine sur une note positive, malgré ce que vous venez de raconter. Et aux États-Unis, là, c'est plutôt l'effet inverse. Ça devrait également être en diminution par rapport au début de la semaine. Et c'est clair que les marchés sont hyper nerveux, ils sont hyper volatiles, ils sont hyper émotifs, peut-être même un peu trop, parce qu'on savait que Trump allait apporter beaucoup d'incertitude, beaucoup de versatilité. Donc on n'est pas surpris de ce côté-là, mais que les marchés surréagissent comme ça c'est assez étonnant. Et comme Hamid Fajaouid nous l'a fait remarquer, l'Europe se porte bien, la bourse européenne aussi. Oui, c'est un peu the place to be. Quand vous regardez donc l'évolution du Stoxx 600 depuis le début de l'année, il fait plus 10%. Et le Standard & Poor's 500, lui, fait, exprimé en euros, moins 10%. C'est quand même quelque chose d'assez important. Et au niveau européen, ça devrait rester sur cette tendance-là. On connaît les Magnificent Seven américains. Et en fait, depuis peu, on a les Magnificent Seven européens, tournés plutôt vers la défense, vers l'armement. On parle de Airbus, Safran, Thales, on parle également de Rheinmetall. Depuis le début de l'année, ces entreprises font plus 37%, alors que les Magnificent américaines font moins 14%. On est vraiment dans un monde qui n'est pas
qui n'est plus du tout le même. Qu'est-ce qui soutient ces Magnificent Seven européennes? C'est évidemment tout le soutien public qui vient de l'Europe, qui vient de l'Allemagne, qui a un peu changé ses règles. Et alors, ça va aussi avoir beaucoup de débouchés, beaucoup d'effets collatéraux sur une panoplie d'entreprises, dont par exemple la Sonaca en Belgique. Au niveau des données macroéconomiques, l'Europe, une fois encore, est florissante. Je parle souvent de l'indice CESI, donc le City Economic Surprise, donc l'indice des surprises économiques qui mesure si les données sont meilleures qu'attendues. Eh bien, l'Europe est en territoire positif sur cet indice, alors que les États-Unis sont plutôt dans un territoire négatif. Donc les données sont moins bonnes aux États-Unis, vu comme ça. Alors l'Europe peut aussi bénéficier en fait de la croissance qui est installée dans plusieurs pays. Bon, pas l'Allemagne pour l'instant, même si les données, même si les règles devraient changer à l'avenir vu le soutien public qui arrive. Mais on voit ce qui se passe en Espagne, au Portugal, en Grèce, des pays qui ont fait parler d'eux pendant la crise financière, en Irlande aussi. On a un taux de croissance qui est de plus de 2% dans ces pays-là. La guerre tarifaire dont on parle beaucoup devrait avoir en fait pas nécessairement énormément d'impact sur l'Europe. Quand vous regardez les 3 principaux secteurs qui exportent de l'Europe vers les États-Unis, c'est l'automobile, c'est la pharma, c'est la techno, ça ne représente en fait que 5% des exportations, ce qui n'est pas gigantesque. Un autre élément qui devrait venir soutenir l'économie européenne, c'est au niveau du marché de l'énergie. Donc on sait que les États-Unis, Hamid en a parlé également, devraient nous fournir en GNL. Or, les États-Unis, le prix de ce gaz est 3 fois moins cher qu'en Europe. Donc ça devrait être tout bénéfice pour l'économie européenne. Un marché européen qui a vu une légère baisse en ce mois de mars, notamment due aux mesures mises en place par Donald Trump. Les perspectives dépassent les attentes et selon Philippe Évrard, l'Europe présente une bonne opportunité d'investissement, même s'il reste essentiel de diversifier son portefeuille. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne? Demain, Olivier Mouton reçoit Alain Deneuve, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense, pour discuter du contexte géopolitique et économique actuel. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.